Aujourd'hui, je me lance dans un format et je crois que je suis pas prête. Je vais dire la vérité, c'est un exercice assez compliqué. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'être vraiment dans l'authenticité et j'ai envie de me montrer vulnérable. Peut-être que vous allez vous dire, ah, c'est bon, on a l'habitude, elle a l'habitude d'être face caméra. Mais en fait, habituellement, il y a énormément de travail, il y a de la préparation, il y a un cahier, il y a des notes qui sont prises, il y a des révisions devant le miroir, ce qui fait que je maîtrise assez la manière dont je m'expose. J'ai rien préparé, je me suis juste préparée, je me suis dit, aujourd'hui, on va être authentique, on va se présenter face caméra et on va parler de nous. Enfin, je vais parler de moi. Je vais essayer de monter cette vidéo un minimum pour vraiment laisser le naturel parler sans fioriture. S'il y a trop de tout ça, je vais devoir couper évidemment, mais sinon, je pense que ça peut être bien aussi de montrer l'envers du décor et la réalité qui est que tout n'est pas parfait en fait du premier coup. J'ai commencé à ranger un peu mon armoire pour que tout soit bien et puis après je me suis dit mais non tant pis en fait il y a des petits trucs qui traînent et ça aussi des fois je pense que c'est important de le montrer parce que ça permet de réaliser qu'en fait tout n'est pas parfait et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Aujourd'hui je mets les mains dans le cambouis et je vais parler du syndrome de l'imposteur et de comment je l'ai vécu personnellement. Moi je m'appelle Diaba, j'ai 31 ans, je suis coach en intelligence émotionnelle. J'accompagne les gens dans la gestion de leurs émotions, les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de grandir dans un environnement entre guillemets sain, qui leur a permis d'exprimer sainement ce qu'ils avaient sur le cœur. Je les aide en fait sur ça. On n'a pas tous eu la chance d'apprendre dans les meilleures conditions, c'est ce que je dis, mais c'est jamais trop tard pour s'y mettre. La raison pour laquelle je me suis lancée dans ce métier-là, c'est qu'en fait je me considère dans les personnes qui n'ont pas eu la chance d'apprendre dans les meilleures conditions, d'apprendre à verbaliser, d'apprendre à dire juste quand ça va pas, d'apprendre à se prioriser, d'apprendre à se dire genre là j'ai les batteries faibles et je vais avoir besoin de ça et de ça pour recharger mes batteries et repartir sur de meilleures bases. Le syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome contre lequel je lutte quotidiennement. C'est quelque chose où voilà, j'en parle, je transmets, je donne des clés et en fait je pense que c'est aussi important de montrer que de l'autre côté je mène aussi mon propre combat et le syndrome de l'imposteur, je pense que c'est un truc, je sais pas si en fait à un moment donné on s'en défait, mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on évolue, forcément, la barre elle monte plus haut et il y a toujours des challenges pour lesquels on peut s'estimer pas légitime ou pas à la hauteur. Du moins quand on a grandi avec cette croyance-là. C'est une croyance qui peut des fois se manifester de manière moindre et d'autres fois de manière plus intense et quand on est sur le point de passer un challenge, c'est normal que ça revient. Et c'est pour ça que j'en parle. Des fois, on peut se dire, bah non, mais puisque t'es coach, bah normalement, voilà, t'es la personne qui dit quoi faire, et puisque tu dis quoi faire, t'es censé déjà maîtriser. Et en fait, non. À chacun ses combats. Et c'est pas parce que t'es à même d'accompagner les gens et de les coacher que toi-même t'es à l'aise avec toi tout le temps et en toutes circonstances. C'est quelque chose qui bouge à chaque fois. Et c'est pour ça que j'en parle. Ce syndrome de l'imposteur a fait que pendant très longtemps, je m'estimais pas légitime, par exemple, d'être coach. Coach, pour moi, c'était le métier que tout le monde veut faire. C'est le truc qui est super mal vu. C'est ah, c'est bon, des coachs de vie, on en voit des milliers, puis ils vont débarquer avec leur formation, puis ils vont débarquer avec leurs 2-3 conseils, leur trame trouvée sur ChatGPT ou que sais-je. Et je me disais, mais il y a déjà assez de coachs. Il y a déjà assez de coachs, et puis d'ailleurs, t'as pas le profil, t'as pas les diplômes, toi, t'as fait des études en commerce international, en langue. De quoi tu parles, en fait? Tu te prends pour qui? À ça, t'ajoutes le fait que j'ai grandi dans un environnement où il n'y avait pas ces métiers-là autour de moi. Moi, j'ai grandi dans une famille nombreuse, on était 10. Je suis arrivée, moi je suis la 5e de la famille. J'arrive dans un environnement et je pense que je comprends très tôt qu'il n'y a pas le temps pour moi, en fait. Il n'y a pas la place forcément, donc tu fais comme tu peux, tu fais avec les moyens du bord. Et tes désirs personnels, tes rêves, tes aspirations, ça peut même passer pour du caprice, donc fais attention. Et donc j'ai grandi avec cette croyance-là qu'il ne fallait pas faire ce qu'on veut dans la vie, mais il fallait faire ce qu'il fallait faire. J'ai l'impression que pendant très longtemps, mes rêves personnels, c'était vraiment de l'ordre de ce qu'on pouvait voir dans les films, mais ça collait pas avec la réalité. Il n'y a personne autour de toi qui entreprend, il n'y a personne autour de toi qui est coach, il n'y a personne autour de toi qui s'intéresse à l'intelligence émotionnelle. Ton contenu, tu vas le regarder sur Internet, c'est des trucs qui se passent aux US, mais ici, il n'y a pas de ça en fait. Les coachs de vie, tout ça, ça n'existe pas encore à l'époque où je commence à m'intéresser à ces choses-là. Et donc du coup, c'est quelque chose que j'enferme dans une boîte. Je le sais, je le vis. À la cour de récré, je fais déjà ce constat que je suis toujours là en train de m'occuper des gens et de vouloir les accompagner, vouloir les comprendre et vouloir les aider à se sentir mieux. Mais c'est dans une boîte. C'est pas, il y a d'un côté ce que je construis professionnellement et de l'autre côté mes rêves, mes aspirations, les choses dans lesquelles je suis douée et ce que je fais par essence, mais c'est complètement dissocié. En fait, pendant très longtemps, ça a été comme ça. J'ai fait mes études dans les langues et dans le commerce international parce que dans ma tête, le travail, c'était juste un moyen de subvenir à ses besoins. J'ai vu mon père, il a été ouvrier toute sa vie. J'ai ma mère, pareil, elle a été technicienne de surface, hein, donc femme de ménage. Moi, j'aime pas les mots compliqués. Et c'est fou comment indirectement, en fait, les personnes qui ont le plus d'importance pour toi
inconsciemment, en fait, elles viennent parfois limiter le champ des possibles. En fait, c'est comme ça que moi, en grandissant, je me suis dit, le travail, c'est pas censé être un truc dans lequel on s'épanouit, c'est quelque chose d'alimentaire. Papa, il se casse la tête du matin au soir, il revient, il est fatigué, il a passé sa journée, on n'a pas passé du temps avec lui parce qu'il n'avait pas le temps. Maman, pareil, en fait, elle est tout le temps à bout parce qu'elle a énormément de choses à gérer et au final, la vie, c'est pas pour rigoler. Ça, c'est, voilà, pareil, une croyance qui s'est installée très vite. La vie, c'est pas pour rigoler, le travail, c'est pas pour rigoler. Et en fait, on n'est pas là pour s'amuser. Et c'est fou comment, quand on part conditionné comme ça, on peut avoir tendance inconsciemment à se compliquer la vie. Et ça, c'est quelque chose que je dis aujourd'hui. Mais si on me l'avait dit à l'époque, je me serais dit, mais ça va pas dire des trucs comme ça. Tu crois qu'on choisit notre condition? Et c'est aussi pour ça que je me montre sous ce visage-là et que je raconte, parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui peuvent s'identifier à cette réalité qui a été la mienne. Et c'est important de se rendre compte qu'on n'est pas condamné et qu'on peut réécrire l'histoire. Donc voilà, je reviens, je fais mes études, langue, commerce international, je travaille en tant qu'agent de transit. Le CDI à l'époque, pour moi, c'est le Graal. Je trouve mon CDI, je reste dedans. Et en fait, très vite, moi, je suis de ces personnes qui aiment beaucoup apprendre, mais qui se lassent très vite. A fortiori, quand c'est pas quelque chose qui est connecté à mon essence, en fait. Et moi, je me rendais pas compte de ça. Pendant très longtemps, je pensais que j'étais cette personne instable qui, à peine avoir fait le tour de la question, se lassait et voulait passer à autre chose. Et en fait, avec le recul et avec le temps, j'ai compris que c'était pas comme ça pour tout. J'ai compris que je me lassais quand c'était pas connecté à mon essence et à ce qui vraiment me fait vibrer. Mais il y avait ce côté un peu paradoxal entre, en fait, ça me fait pas vibrer, donc du coup, je me lasse et je passe à autre chose. Et en fait, ce qui me fait vraiment vibrer, je l'ai enfermé dans une boîte. Et je me suis pas rendu compte que je l'avais enfermé dans la boîte parce que pour moi, c'était pas pour moi. Et ça m'a demandé énormément de temps, énormément de travail sur moi, pour comprendre qu'en fait, cette partie de moi que j'avais enfermée dans la boîte, elle avait de la légitimité et qu'elle avait plein de bonnes raisons d'exister. Et que si je voulais, à un moment donné, m'épanouir d'une manière ou d'une autre sur cette terre, il allait falloir à un moment donné réouvrir cette boîte. Et ça m'a pris énormément de temps. Et je crois qu'aujourd'hui, je peux faire cette vidéo parce que j'ai ouvert la boîte. Je sais même pas pourquoi ça me rend émotionnelle de me dire que j'ai ouvert la boîte. Je pense que c'est une boîte qui renfermait énormément de choses. Et en fait, je pense que pour ouvrir cette boîte, il faut accepter des fois de composer avec des parties de soi qu'on n'a pas envie de voir. Et c'est ça l'art en fait de la thérapie, je pense que c'est tout ça l'enjeu. Il y a des versions de soi, quand on veut les accepter et composer avec et miser dessus, il faut les accepter pour le meilleur et pour le pire. Et probablement que cette partie de moi que j'avais enfermée dans la boîte, je l'avais enfermée avec d'autres choses, avec des souvenirs désagréables, avec des choses avec lesquelles j'avais pas envie de composer. Mais en fait, pour accéder à cette boîte-là, il faut oser. J'ai l'impression de perdre le fil, mais je vais continuer parce que c'est le défi que je me suis lancé. Je me suis lancée donc du coup dans mon poste et j'ai fini par me lasser en fait. J'en ai fait part à mon responsable, donc voilà, CDI, agent de transit pendant 2 ans sur Paris. Je me lasse et je sens que j'ai envie de bouger, j'ai envie de voir d'autres choses, j'ai l'impression d'étouffer. Il y a le côté professionnel, mais il y a aussi le côté familial et personnel où j'ai le sentiment que je m'épanouis plus dans ce que je vis en fait au quotidien. Et donc j'ajoute de la nouveauté, j'ajoute des sports, j'ajoute des activités, j'ajoute des rencontres, mais en fait ça suffit pas parce que dans ce mode de vie-là, la quête de la solution en fait elle est toujours basée sur l'extérieur et à aucun moment j'essaie de chercher à l'intérieur. Bon, je pense qu'il y a ce travail qui commence à se faire à l'intérieur parce que c'est à ce moment, vers 20-21 ans, c'est là que je commence la thérapie pour la toute première fois. Mais en fait, à ce moment-là, je suis pas prête à creuser à ce niveau-là de profondeur. Je suis pas prête à admettre les choses. Je sais que j'ai un syndrome de l'imposteur, mais je me l'admets pas. Et donc, pour moi, je suis déjà en train de faire du mieux que je peux avec ce que j'ai à jouer. Et je me sens déjà authentique. Mais en fait, à ce moment-là, je pense que je peux pas l'admettre. Et je pense que, en effet, je suis en train de faire du mieux que je peux. Mais à ce moment-là, je m'avoue pas ce que je ressens vraiment par rapport à la vie. Je m'avoue pas ce qui m'inspire vraiment. Je m'avoue pas mes peurs. La peur d'être rejetée pour ce que je suis réellement. La peur d'être incomprise. La peur aussi de potentiellement réussir et que potentiellement, quand je me montre sous mon vrai jour, certaines personnes qui m'avaient vue autrement me voient comme une menteuse peut-être et me rejettent. Et en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est tout ce que ça revêt. La peur d'être dans le mensonge et qu'on te découvre en fait comme étant une arnaque et que du coup tu perdes tout ce que tu possèdes déjà, même si tu possèdes déjà pas grand chose, c'est fou. Et à ce moment-là, je me l'admets pas et c'est pour ça que c'est important d'en parler. Peut-être que vous allez vous retrouver dedans. Et donc professionnellement, j'en parle avec mon chef, je suis sur le point de démissionner, de voyager, de changer d'air. Il y a aussi cet aspect-là de ma vie, mais bon, je peux pas trop m'étaler non plus, mais mes études elles sont rythmées par des voyages, des stages à l'étranger, des expériences en fait, parce que dans ma tête, tout ce que j'ai enfermé dans la boîte, je le cherche ailleurs. Et je me rends pas compte en fait que c'est sous mes yeux, que c'est dans la boîte que j'ai fermée. Et donc du coup, je m'épuise littéralement à travers des nouvelles expériences, à travers la conquête vraiment du monde.
Et donc du coup, 2 ans dans la même boîte, je me dis ça y est, j'en peux plus, j'en parle à mon chef, et il me dit ben non, en fait, comment dire, il voit un peu de potentiel, il se dit ben si tu veux changer d'air, on peut peut-être te muter en interne, comme ça tu gardes ton expérience, tu gardes tes compétences, et puis tu te renouvelles, et ça te permet aussi de voir de nouvelles choses. Et de là vient une première mutation de Paris à Lyon. Puis 2 ans après, ce même syndrome de je me lasse, je sens que je vais étouffer, je sens que j'en peux plus, il faut que j'aille ailleurs. Et donc de Lyon à Marseille, et donc là une nouvelle expérience, et là c'est éprouvant parce que c'est une expérience dans laquelle je me sens pas à ma place, mais je résiste quand même malgré tout. Bon, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, j'en reparlerai très certainement. Et là arrive en fait une forme de burn-out parce qu'en fait, même si je me cherche et que je me trouve pas, bah, l'énergie, je la dépense quand même. Et donc je m'épuise. Vient ce moment-là, de ce point de non-retour où je décide du coup de négocier une rupture conventionnelle pour pouvoir me lancer dans mes projets. Et à ce moment-là, je me lance dans l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, je me dis, ça y est, je vais pouvoir vivre par mois pour moi. Il n'y aura plus de limitations, il n'y aura plus de chef, il n'y aura plus rien. Et je vais me lancer dans mes projets. Et à ce moment-là, on se dit, bah évidemment, maintenant qu'elle a le choix, qu'elle a la liberté de faire ce qu'elle veut, elle va peut-être aller ouvrir la boîte et exister pour ce qu'elle est vraiment. Et même là, non. Même là, big syndrome de l'imposteur. Alors oui, je me lance. Oui, je me challenge. Et oui, pour la première fois, je vis, entre guillemets, par moi et pour moi. Mais en fait, même quand il n'y a pas de responsable qui me gère, moi, intérieurement, il y a ma petite dictatrice qui me dit, ben en fait, non, il va falloir faire les choses, mais pas comme ça, comme ça. Genre, il va falloir mettre quand même un peu de cadre, un peu de ci, un peu de ça. Et donc, même dans ça, je me retrouve à m'enfermer dans un rôle qui est, selon moi, la bonne version de moi. La version de moi qui est attendue par mes proches, par mon entourage, par les personnes qui croient en moi, par la définition que je crois avoir de l'entrepreneuriat et du fait de réussir. Et en fait, c'est là que je me rends compte que c'est très challengeant. Je me lance avec Routine, qui est une gamme d'infusions pour le bien-être intime féminin, la racine de vétiver, donc le hamaré. Je me dis, allez, je lance tout un projet. Je commence par les infusions parce que j'ai pas beaucoup de moyens. Et les infusions, bah, ça me coûte pas trop cher à obtenir mon produit fini. Et je me dis que peut-être que si j'arrive à développer tout un écosystème économique autour de cette plante qui demande très peu de moyens en production, je vais pouvoir me fournir localement dans mon pays d'origine. Ça va faire travailler les personnes de ma famille. Du coup, j'ai toujours vu mes parents envoyer de l'argent au pays. J'ai vu que c'était la galère financièrement. Peut-être que si on leur offre un poste, une autonomie financière, il n'y aura plus cette histoire. Je verrai plus ma mère s'entre-déchirer entre les deux mondes. Et pareil pour mon père. Et du coup, ça me permettra de régler et les problèmes de famille et de m'accomplir et d'avoir ce rôle et de trouver, je sais pas moi, cette réponse aux problèmes environnementaux qu'on a, parce que la racine de vétiver qui a un impact très positif sur l'environnement. Et voilà, dans ma tête, c'était vraiment le projet goupillé de toutes pièces qui pouvait répondre à toutes les problématiques que j'avais cernées autour de moi. Et donc c'est un projet génial, je pitch, je fais des concours, je gagne des concours, à chaque fois que j'en parle, il est génial ton produit, ceci, cela, c'est nouveau, c'est frais, nani, nanan. J'avais rejoint les déterminés, je me sens vraiment gonflée à bloc dans mon ego. Et en vrai, de vrai, les personnes qui me connaissent pas, si jamais on creuse pas davantage, on se rend pas compte en fait à ce moment-là que mon mal-être il est d'une intensité incroyable et c'est totalement paradoxal. Et moi-même, j'ose même pas le vivre ce mal-être parce que je me dis mais c'est paradoxal. On dirait un caprice de star maintenant. T'es entrepreneur, tu fais ce que tu veux, tu vis par toi pour toi. Comment t'expliques que t'es toujours mal? Et la réalité c'est que cette question-là, j'ai fini par me la poser pour de vrai. Et la raison en fait c'est que en fait même en étant seule avec moi-même, j'osais pas exister. C'est-à-dire que ce projet-là, il était génial, il répondait à toutes les problématiques que j'avais posées, mais en fait, il faisait toujours pas appel à ce que j'avais enfermé dans la boîte. Cette authenticité, ce besoin de me connecter aux autres, ce désir d'accompagner les autres, ce lien avec la psychologie, avec le coaching et avec l'accompagnement, il n'y avait pas ça dedans. Et je me suis rendu compte que dans le projet Routine, la vente d'infusion, ce qui me parlait le plus, c'était le moment où je parlais avec les clients, les nouveaux clients, et je leur partageais en fait quelque chose. Et en fait, c'était le moment où je me connectais aux autres, mais au final, faut être honnête avec soi, le projet Routine, ça restait en fait un projet où je vivais des tâches qui m'épanouissaient absolument pas. Développer un site internet, aller vendre le produit, aller démarcher des gens. En fait, je me sentais un peu comme une commerciale. Et au final, oui, c'est pour un projet qui est noble, oui, c'est pour un truc qui est sage, mais aussi pertinent que ça puisse être, tu continues de jouer le rôle. Et même si ça devient jouer un rôle pour toi, tu joues quand même un rôle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis énormément de temps à m'admettre. Et il y avait cette pression de se dire, mais attends, si tu admets finalement que c'est pas le truc idéal, toutes les personnes qui ont cru en toi, les personnes qui misent sur toi, tout ça, elles vont réaliser qu'en fait, t'es une arnaque. Encore une fois, syndrome de l'imposteur. Et du coup, je me mettais une pression de dingue en me disant, le monde, limite, il va s'arrêter de tourner. Et c'est ça le paradoxe avec le syndrome de l'imposteur, c'est en même temps, tu te dis, je suis personne, je vaux pas grand chose, mais en même temps, tu te dis, si jamais je montre aux gens qui je suis réellement, le monde va s'arrêter de tourner. Mais en fait, t'es qu'un grain de sable, enfin, t'es un grain de sable et c'est beau, mais t'es qu'un grain de sable. Et en fait, c'est comme si
L'importance, elle était inversée. C'est genre, t'es pas si important que ça, mais en même temps, si tu fais quelque chose de mal, tout le monde va le voir. Alors que ça devrait être l'inverse. C'est en fait, t'es quelqu'un de très important, mais si tu te trompes, c'est pas grave parce que c'est pas si important que ça. Et on a tendance à mettre la charrue avant les bœufs, et dans ma tête, c'était ça. Et je me donnais pas le droit à l'échec, je me donnais pas le droit, mais en même temps, je voulais pas avancer trop. Dès lors qu'on voulait investir dans mon projet, bah, je me limitais énormément. Quand je passais devant des jurys, ils me disaient, mais pourquoi ces statistiques, ces estimations, elles sont aussi basses, tellement le projet, il a du potentiel. Mais en fait, je me débrouillais pour que ce projet se développe pas trop, parce qu'en vrai de vrai, il y a une partie de moi qui ne voulait pas que ce projet se développe de trop, parce qu'elle ne voulait pas devenir plus de cette version qu'elle était déjà en train de devenir et qui lui déplaisait. Donc, auto-sabotage sur auto-sabotage, limitation sur limitation. Tiens, il y a un événement, il y a du potentiel, tu vas pouvoir vendre, tu vas pouvoir développer ceci, cela. Ah non, mais tu sais, je serai pas là. Ah non, mais j'ai pas assez de stock. Ah non, mais toujours plein d'excuses, toujours plein d'excuses. Et ça me rend vraiment émotionnelle de parler de ça. Je sais même pas si je vais avoir le courage de poster cette vidéo. Je respire. C'est vraiment une étape dans laquelle je me suis retrouvée pendant un petit moment quand même, presque 2 ans. Et ma plus grosse crainte, moi, c'était d'arriver à la fin de mon chômage et que ce projet-là, en fait, il soit pas autosuffisant. Parce que pour moi, c'était comme un échec que je m'admettais pas et il était hors de question que je dise aux gens, toutes les personnes à qui j'ai parlé de mon projet, à qui j'ai montré que j'entreprenais, c'était hors de question qu'ils sachent que statistiquement, en termes de chiffres, on n'y était pas. Et donc voilà, j'ai attendu, je me suis mis une pression de dingue. Et en fait, il a fallu que je touche, entre guillemets, le fond pour que je me rende compte que c'était pas si grave. Le fond, pour moi, à ce moment-là, c'était arriver à la fin de mon chômage, ne pas avoir réussi à développer cette stabilité économique et devoir dire à tout le monde, je retourne travailler. Pour moi, c'était un affront. Mon ego, il allait pas s'en remettre. Pour moi, c'était mort. Ah, bon sang, là, ah, bon sang. Je rigole, en fait, quand j'en parle parce que je me rends compte à quel point je me suis mis une pression de dingue. Et là, je sens la libération. Et si on m'avait dit à ce moment-là que j'en rirais même pas plus de 2 ans derrière, enfin 2 ans après, bah, j'y aurais pas cru tellement la pression elle était incroyable. Et c'est comme ça en fait, des fois quand on vit les choses intérieurement, on a l'impression que le monde va s'écrouler et la vie elle va s'arrêter de tourner, mais en fait c'est émotionnel et c'est entre nous et nous, c'est nos petits combats internes. Voilà, c'est nos petites c'est nos petites guéguerres internes et c'est ok. C'est ok, c'est pour ça que j'en parle après coup. C'est bien de respirer là, je vais respirer. J'en parle aussi après coup parce que quand on voit seulement l'envers du décor, enfin le haut de l'iceberg, on a l'impression qu'il y a des choses qu'on vit et que personne d'autre ne vit. Et en fait, non. En fait, on est tous dans nos petits combats. Et c'est pas parce que face à la caméra, on enlève toutes les fioritures et toutes les petites imperfections qu'en fait on est arrivé. Arrivé, ça veut rien dire en fait, on chemine. La réalité, c'est qu'on chemine. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de montrer cette partie de moi que j'ai eu du mal comment dire, à partager. Voilà, se rendre vulnérable, se mettre face caméra, petit à petit, c'est quelque chose que je développe, mais se montrer sous ce jour-là qui est pas totalement maîtrisé et qui est vraiment authentique, voilà, j'ai du mal avec cet exercice et c'est quand même quelque chose de difficile pour moi, donc voilà, je joue le jeu. Et donc est venu ce moment fatidique où le chômage touche à sa fin. Je touche pas assez d'argent, de chiffre d'affaires avec mon petit statut d'auto-entrepreneur parce que j'ai pas voulu voir les choses en plus grand, j'ai pas voulu ouvrir une structure parce que voilà, pour moi c'était à partir du moment où tu te mets dans cet engrenage là, tu vas avoir des comptes à rendre. Il y avait aussi cette peur, j'en parlerai certainement dans une autre vidéo, cette peur d'avoir recours à des prêts, même si c'était des prêts à taux zéro et qui étaient totalement en accord avec mes principes religieux. Il y avait plein de choses que je pouvais développer en lien avec mes principes, mais en fait pendant très longtemps, ça m'allait bien de me limiter. Et en fait, quand je me suis rendu compte que c'était possible, il fallait encore que je me limite. Donc, je me trouvais toujours plein d'excuses. Non, mais c'est pas en adéquation avec mes principes. Ah, mais tu sais que tu peux emprunter à taux zéro? Ouais, mais non, mais tu sais, dans la vie, je sais pas si je meurs demain. Et en fait, tu te rends compte que la réalité, c'est pas parce que t'as grandi dans une famille relativement, enfin, dite pauvre, c'est pas parce que t'as grandi dans la précarité financière que tu peux pas te lancer. La réalité, la vérité vraie, c'est que t'as peur. La vérité vraie, c'est que quand bien même on te met à disposition tout ce dont tu as besoin pour te lancer, c'est que tu as les chocottes. Tu as peur d'abandonner ton identité, tu as peur d'admettre qu'en fait, si jamais tu réussis, tu as peur de ce qui va se passer. Et si tu échoues, tu as aussi peur de ce qui va se passer, de ce qu'on va dire de toi. Tu as peur du regard des gens, tu accordes beaucoup plus d'importance à l'image que ce que tu pensais. Et tout ça, c'est des choses que tu t'admets pas à toi-même jusqu'au moment où tu es face à toi-même, dans ton petit projet entrepreneurial où il n'y a que toi et personne d'autre, tu peux blâmer personne. Et en fait, là, tu n'as pas le choix. Et au pied du mur, tu es obligé d'ouvrir les yeux. Et c'est ce que j'ai fini par faire. Et à ce moment-là, j'ai pas le choix de retourner travailler. Donc je me dis, je vais travailler en intérim parce que la pire des choses pour moi, ce serait d'être un poids financièrement pour ma famille, sachant que on est déjà dans une certaine forme de précarité. C'est toi qui dois aller subvenir aux besoins de la famille. C'est pas l'inverse. C'est pas ta famille qui va venir te dépanner pour ce projet. Ou à ce moment-là, je me dis encore, c'est un caprice. En fait, tu peux toujours aller travailler comme tout le monde.
Et donc je retourne travailler en intérim et c'est là que je me rends compte en fait que c'est pas la mort. C'est pas la mort. Cette identité d'entrepreneur, il y a que toi qui y es attaché de cette manière-là et en fait les gens autour de toi, ils y accordent très peu d'importance. Ils y accordent l'importance que toi tu y accordes. Donc à ce moment-là, entre guillemets, tout s'écroule et à ce moment-là, en même temps, je suis soulagée d'un poids incroyable et je me dis, bah en fait la vie elle continue. Et c'est en fait à ce moment-là que je me dis, je travaille en intérim, ce qui va devenir après du freelance, j'ai un toit, j'ai à manger, j'arrive à subvenir à mes besoins primaires, en fait il n'y a pas mort d'homme. En fait, il n'y a pas mort d'homme. Et maintenant que je sais qu'il n'y a pas mort d'homme, j'arrive à me lancer dans ce qui va devenir après du coaching et dans ce qui me passionne. Et en fait, c'est là que j'arrive à ouvrir la boîte parce qu'en fait, à ce moment-là, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Donc, ça veut dire que je le fais pas pour gagner ma vie, je le fais pas pour avoir des clients, je le fais pas pour avoir un chiffre d'affaires, je le fais pas pour montrer aux gens ce que je suis, ce que j'ai dans les tripes, ce que j'ai envie de devenir, ce que ma mère, il faut qu'elle soit fière de moi ou quoi. Je le fais parce que j'ai envie. Je le fais parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et en fait, à ce moment-là, ça commence à vraiment marcher et pour moi, et automatiquement, en fait, c'est ce que les gens perçoivent autour. Ah là, je sens que les émotions montent rien que d'en parler. Mais c'est en fait à ce moment-là que je commence à me révéler sous mon vrai visage, quoi que le monde puisse en penser. Et je commence à faire des lives. Et là, je commence à parler de ce que j'ai appris dans mes livres, de ce que j'ai pu vivre, de comment j'ai réussi à surmonter telle et telle épreuve. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe émotionnellement quand on vit une telle tempête émotionnelle ou quand on traverse telle et telle expérience. Qu'est-ce que ça fait de grandir avec des parents émotionnellement immatures. C'est tout plein de petites choses que j'ai collectées et qui dans ma réalité de l'époque, ça n'avait pas de valeur, ça n'avait pas d'importance, c'était vide. Et en fait aujourd'hui, j'en parle, à ce moment-là, j'en parle et je me rends compte qu'il y a de l'intérêt et qu'en fait ça concerne beaucoup plus de monde que ce que j'imaginais. Et là viennent les demandes. Et là, les demandes d'accompagnement, et là, je me mets à faire une offre qui correspond à la demande. Et là, je sens en fait que petit à petit la boîte elle s'ouvre. Et en fait, à chaque fois que je dois récupérer un truc qui est dans cette boîte-là, c'est ce même syndrome qui revient. Mais quand j'arrive à surmonter le truc, je me rends compte en fait de la liberté et de la simplicité que c'est au final que d'être soi. C'est tellement simple en fait que ça devient déconcertant. Et c'est tellement simple en fait qu'il faut qu'on se complique les choses. Quand la vie pour nous elle est censée être compliquée, quand on voit quelque chose de simple, c'est pas possible. Il faut qu'on le complique. Si on nous dit la porte elle est juste là, il suffit de l'ouvrir, il faut qu'on rajoute un meuble devant. Il faut qu'on aille chercher les clés partout. Et si les clés elles sont derrière, il faut qu'on les jette là-bas en fait pour aller les chercher. Et ensuite, il faut qu'on soulève des meubles et qu'on déplace des choses parce qu'en fait, c'est la réalité dans laquelle on a grandi. Et moi, à cette époque-là, c'était la réalité que je m'étais composée. Papa et maman, quand ils vont chercher de l'argent, c'est compliqué. Les gens qui vont aller vivre de leurs rêves, ça finit forcément mal. Ils finissent limite sous des ponts et il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'entre-deux. Et donc, il fallait qu'en fait, je me crée une réalité qui colle à cette manière dont je m'étais imaginé les choses à l'enfance. Et pour pouvoir libérer ces choses-là, il a fallu que j'aille faire ce travail-là. Il a fallu que je sois accompagnée de thérapeutes. Il a fallu que je sois accompagnée de coachs. Il a fallu que je sois accompagnée de psy. Il a fallu que je sois accompagnée de mentors, des gens qui étaient déjà là où je voulais être et qui avaient réussi en fait à surmonter ces choses que je voyais comme des barrières insurmontables. Et grâce à ça, aujourd'hui, je sais que j'ai encore du travail, hein, mais en fait, petit à petit, je fais tomber les murs et les croyances qui m'enfermaient dans cette réalité que je m'étais construite de toutes pièces. Cette vidéo, franchement, elle n'est pas facile, mais elle me fait énormément de bien. Et je vais essayer de la partager comme ça, sans coupure, sans rien. On verra bien, on verra bien. En vrai de vrai, j'ai peu à perdre. Et s'il y a 2-3 personnes qui tombent dessus et pour qui ça fait écho, et ben ce sera tant mieux. Et s'il y a beaucoup plus de monde pour qui ça fait écho, et ben ce sera tant mieux. Et dans tous les cas, je pense qu'elle était nécessaire pour moi avant toute chose. Et je pense qu'elle était nécessaire parce qu'on a besoin de ça aujourd'hui. On a besoin d'authenticité. On a besoin de montrer aussi les étapes par lesquelles on passe. Je me souhaite la réussite. Je souhaite aller loin. Je souhaite monter les échelons. Je souhaite gravir les échelons pour devenir la version de moi dont la petite fille que j'ai été à rêver et penser, comment dire, la version vraiment de moi que j'aurais aimé voir plus jeune en me disant « Ah, c'est possible, je souhaite le devenir. » Et ça, rien que ça, déjà, c'est quelque chose que je m'admettais pas pendant longtemps. Et si je le deviens et que dans quelques années, on revient en arrière et qu'on cherche dans les archives, bah, j'ai envie qu'on sache qu'en fait, c'était pas tout lisse. Que c'était pas juste à un moment donné, tu prends ta caméra et tu te connectes et ceci et cela et tu deviens la meilleure version de toi et tu te réveilles un matin et tu bois des matchas latte et tu fais des footings et je sais pas quoi. Non, 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 non. Le travail sur soi, faut arrêter de romantiser ça. Et c'est aussi pour ça que faut parler de l'envers du décor et ce que je prône, faut aussi que je montre que c'est ce par quoi je suis passée moi aussi. Oh, my days. Je m'appelle Diaba, je suis coach en intelligence émotionnelle, mais je suis juste Diaba, je suis juste une fille qui essaie de se construire. Je suis une femme en devenir qui a des grandes aspirations et qui
et qui se montre sous son vrai jour. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo, elle a résonné pour toi, à liker si ça t'a plu, à pas liker si ça t'a pas plu, à t'abonner si t'as envie de prendre part à cette expérience-là, parce que je suis partie pour quelque chose de grand. Je viens de loin et je pense que j'ai déjà parcouru une bonne partie du chemin, mais il me reste pas mal à faire. Donc si tu veux me suivre sur ce bout de chemin là qui me reste à faire, bah, t'es le bienvenu, t'es la bienvenue, bismillah comme on dit chez nous. Voilà. J'en dirai pas plus. La paix sur vous, prenez soin de vous et peut-être à bientôt. Allez, ciao.